C'est une scène de film. Dans un petit village, une jeune fille enfile une robe pour un tournage près de chez elle. La robe est noire, simple, d'une coupe moderne et sobre. Mais l'assistante du réalisateur refuse catégoriquement. La robe ne correspond pas à l'imaginaire du film. Il faut que la jeune fille porte une robe plus traditionnelle, qui évoque la ruralité et la campagne. Une robe de paysanne, bien que, comme lui rétorque la jeune femme, les filles qui font des études ne portent plus de robe de paysanne, mais des vêtements modernes. Peu importe. Il faut correspondre aux indications du réalisateur du film dans le film. Ces mots qui ouvrent le livre de Karine Bernasconi, Salam Cinéma, le cinéma iranien en France des années 1950 à aujourd'hui, décrivent une scène d'Au travers des oliviers du réalisateur iranien Abbas Kiarostami. Comme le remarque Karine Bernasconi, avec sa mise en abîme d'un tournage, Kiarostami met en scène l'image du cinéma iranien tel qu'il est perçu à l'étranger et fait par la même occasion un clin d'œil aux attentes du public occidental. Loin d'être anecdotique, cette scène pose la question de la représentation de l'Iran au cinéma et de l'image que ce pays s'est forgée à travers des cinématographies comme celle de Kiarostami. Afin de mieux comprendre ce que les films racontent de la société iranienne d'hier et d'aujourd'hui et comment ils ont façonné notre vision de l'Iran, je vous propose de partir à la rencontre de Karine Bernasconi, première assistante à la section d'histoire et esthétique du cinéma de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne et spécialiste du cinéma iranien. Bonjour Karine Bernasconi. Bonjour. On se connaît bien puisqu'on est collègues, donc je propose qu'on se tutoie. Très volontiers. Alors, tu es spécialiste du cinéma iranien et des cinémas extra-occidentaux. Tu as publié ta thèse en 2022 et le livre qui est issu de ce travail et que j'ai déjà cité une fois mais que je vais citer à nouveau s'intitule « Salam Cinéma, le cinéma iranien en France des années 1950 à aujourd'hui ». Et avant de faire de la recherche, tu as travaillé pour Arte en tant que membre du comité de lecture des projets de long métrage. Et puis, tu es aussi passée par le monde des festivals de cinéma, puisque tu as été programmatrice pour différents festivals, dont le Festival du film de Locarno. Et si je mentionne ces expériences, c'est parce que c'est précisément en évoluant dans ce milieu des festivals, en affûtant ton œil, à force de regarder des films, tu as vu beaucoup de films, que tu t'es rendu compte que tu étais confronté à des films qui se ressemblaient beaucoup les uns aux autres et qu'il y avait donc une forme d'homogénéité au sein des films que tu qualifies d'extra-occidentaux qui étaient diffusés dans les festivals européens que tu fréquentais et pour lesquels tu travaillais. Et c'est en fait ce constat qui t'a donné envie de t'intéresser au festival et au cinéma iranien dans le cadre d'une recherche. Oui, exactement. En fait, il y avait à la fin des années 90, au début des années 2000, quand je travaillais dans les festivals de cinéma, particulièrement Locarno, où j'étais pas programmatrice, mais où je travaillais aux publications. J'étais programmatrice dans d'autres festivals, qui étaient plutôt des festivals de documentaires. Mais en travaillant sur des textes, puisque quand on travaille sur les publications, on travaille sur les catalogues, sur les dossiers de presse, sur les synopsis. Je pouvais voir qu'il y avait une homogénéité déjà des films. En l'occurrence, c'était une époque où il y avait beaucoup de films iraniens et je trouvais que tous les films iraniens se ressemblaient. En tout cas, ils avaient des points communs. Par exemple, ils se passaient souvent dans les milieux ruraux. Il y avait de la réflexivité. Souvent, il y avait une mise en abîme. On voyait un réalisateur qui n'arrivait pas à faire son film ou qui avait des problèmes. Et puis, surtout, dans les discours qui entouraient le film, que ce soit le synopsis que nous envoyait la maison de production ou dossier de presse, enfin tout le matériel qu'on appelle un peu parafilmique qu'on avait à disposition, je retrouvais souvent les mêmes choses. Les discours se ressemblaient. Et c'est à partir de là que j'ai eu envie d'interroger cette homogénéité. Et puis, je me suis focalisée sur le cinéma iranien parce que c'est bien de prendre une étude de cas. Comme ça, je pouvais la faire vraiment en profondeur, commencer dans les années 50 et terminer aujourd'hui. Donc, j'ai terminé pour le début des années 2020. Mais c'est vrai que je voyais la même chose. Tous les films roumains, c'était la nouvelle vague du cinéma roumain. Tous les films roumains se ressemblaient. On avait des films du Kazakhstan, je trouvais qu'ils se ressemblaient aussi. Il y avait vraiment des clichés, des stéréotypes qui n'étaient pas forcément mauvais. Les films étaient intéressants, les films étaient souvent bons, avec des intérêts de mise en scène, mais en tout cas, ça donnait envie de s'interroger. Et puis, j'ai choisi une étude de cas, et ça a été le cinéma iranien.
Et donc, tu as visionné des films, tu as épluché des catalogues, c'est ça? Exactement. D'abord, j'ai essayé de constituer une base de données avec tous les films et puis surtout tous les discours. Mais comme il y en avait beaucoup, j'ai dû me concentrer et j'ai dû circonscrire mon champ à la France. Donc, j'ai décidé de parler du cinéma iranien en France, mais aussi la France comme un espace un peu fictif de circulation de discours. Donc, par exemple, il y a des critiques français qui voient des films à Berlin, à Venise, à Locarno, qui est un espace en dehors du territoire français, mais les discours circulent dans le champ français. Donc, je me suis concentrée parce qu'en fait, il y avait trop. Je ne pouvais pas prendre toute la réception critique en Allemagne, en Italie. Je parle des pays qui ont une forte diffusion des cinémas extra-occidentaux. C'est peut-être moins prégnant dans des pays comme le Portugal ou l'Espagne, où ces films circulent moins. Et donc, au cours de tes recherches, tu t'es rendu compte, et là je te cite, que la présence des cinémas extra-occidentaux en Europe répond plus aux attentes et aux modalités des lieux de diffusion qu'à la réalité des pays producteurs. Oui, exactement. En fait, il y a une telle dynamique qui se met en place pour programmer un film. C'est aussi ça l'expérience dans les festivals. Ça m'a aidé à voir à quel point l'acte de programmation était soumis à des forces diverses. Hein, c'est pas seulement quelqu'un envoie un film, il est bon, on le passe. C'est tellement plus complexe, il y a tellement d'acteurs différents, des institutions, des ambassades, des distributeurs, ça fait toute une dynamique que moi j'appelle un dispositif, que je me suis rendu compte que souvent, l'acte de programmer répondait plus à une dynamique qui était celle du territoire de diffusion, donc en l'occurrence la France ou les festivals européens, que celle du territoire de production. Et donc, oui. Tous ces films ne sont pas tellement représentatifs de ce qu'est l'Iran? Alors, en tout cas, c'est pas représentatif de l'industrie locale. Ça, c'est un point commun dans tous les cinémas, disons, du monde, hein, pour reprendre un terme qu'on utilise, world cinema ou cinéma du monde. Il y a une inadéquation entre la production locale et ce qui est vu à l'étranger, notamment dans les festivals. Le seul cinéma qui est à peu près, où on voit la même chose, c'est le cinéma américain. On voit ici à peu près la même chose que les gens voient en salle. Il n'y a pas cette adéquation pour le cinéma japonais, pour le cinéma de la Corée du Sud, pour le cinéma iranien. C'est très différent. Et c'est aussi mon interrogation de départ. J'ai dit, bon, nous, on voit ce type de film. Et qu'est-ce que voient les gens en Iran ? Qu'est-ce qui passe sur les écrans iraniens ? Et je me pose la même question pour le cinéma japonais, pour le cinéma chinois. On ne voit pas la même chose. Ce qu'on appelle ici cinéma chinois ne correspond pas à ce qui passe sur les écrans en Chine. Et alors, qu'est-ce qu'on voit en Iran ? Alors ça a été la deuxième partie, puisque en fait, moi, je me suis intéressée à voir ce qui se passait en Europe. Et puis ensuite, un peu dans la phase finale de ma thèse, je suis allée en Iran et sans faire de recherche en archives, mais sur la base de catalogues. Je suis aussi allée dans des festivals en Iran pour voir. Et puis, bien évidemment, je suis allée voir des films en salle. Déjà, par exemple, on voit aucune comédie iranienne ici. Dans les festivals occidentaux, on ne voit pas de comédie iranienne, alors qu'il y a beaucoup de comédies. Il y a des films musicaux qu'on ne voit pas ici. Il y a des films plus des drames sentimentaux qu'on voit très peu. Il y a un cinéma populaire qui est... Mais comme le cinéma français, hein, on ne voit pas... le cinéma français qu'on voit à l'étranger, je sais pas, des représentants comme... Olivier Assayas, c'est pas forcément notre cinéma populaire, enfin le cinéma français populaire qui fait le plus d'entrées. En termes d'entrées, on a une disparité. Mais ce qui était intéressant quand j'étais en Iran, c'est qu'il y avait déjà les films de Asghar Farhadi, qui est très connu en Iran et qui est très connu à l'étranger, qui a d'ailleurs reçu 2 Oscars. Donc là, il y avait une correspondance et c'était quelque chose de nouveau. Et il y avait le film de Saïd Roustahi, La loi de Téhéran, qui a été un succès, toute proportion gardée, en Occident et qui était aussi un succès en Iran, sur les écrans iraniens. Donc je suis arrivée à un moment, c'était en 2018-2019, où il y avait une correspondance aussi. Si on revient maintenant un peu en arrière et qu'on parle des années 70, il y a notamment un film important dans l'histoire du cinéma iranien, c'est La Vache de Darius Merjoui, qui est sorti en 69. À pas confondre avec le film de Mohamed Hamidi qui porte le même titre et oui, qui exactement. est lui, sorti en 2015.
Et donc ce film, de Darius Merjoui a remporté différents prix. Il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 72 Oui. et puis il est parfois considéré comme le point de départ de la nouvelle vague iranienne. Alors peut-être 2 questions, qu'est-ce que c'est cette nouvelle vague, iranienne? Quelles sont les caractéristiques des films qui appartiennent à cette nouvelle vague? Et pourquoi est-ce que ce passage à Cannes est un moment important pour le cinéma iranien? En fait, il y a un moment dans le cinéma iranien qui est les années, milieu des années 60, fin des années 60, début des années 70, puisque jusque-là, il y avait beaucoup de le cinéma commercial dominant en Iran, qui était donc, on est dans la période pré-révolutionnaire, encore où régnait le Shah, avec une politique extrêmement subordonnée à l'Occident et surtout aux intérêts américains. Donc il y a toute une production nationale qu'on appelle le cinéma farsi, de films populaires qui sont inspirés des formes un peu du cinéma indien avec des scènes de danse et de chant, mais aussi beaucoup du cinéma américain populaire et qui était un cinéma très, très commercial, qui attirait beaucoup de gens dans les salles, mais qui n'avait pas les caractéristiques du cinéma d'auteur ou du cinéma tel que des intellectuels ou des gens qui avaient fait des études en cinéma pouvaient le voir en Europe. Et à ce moment-là, dans les années 60, il y a plusieurs personnes, dont Darius Merjoui, qui ont voulu faire un cinéma différent et dont les maîtres, un peu comme ils les appellent eux-mêmes, étaient plutôt Rossellini. Donc ils étaient très influencés et inspirés par le néoréalisme italien, des gens comme Kurosawa aussi, et Bergman, qu'ils ont cité. Donc, ces gens-là ont voulu faire vraiment un cinéma différent. D'ailleurs, à un moment, on l'a appelé le cinéma motafavet, qui veut dire différent en persan, et qui était en fait plus proche du cinéma européen, et notamment du néoréalisme. Et La Vache a beaucoup été considérée comme une œuvre très proche du néoréalisme, alors qu'elle est plus tardive, c'est un film de 69. Donc, c'est important parce que c'est un moment, il y a eu d'autres personnes, comme Ebrahim Golestan, qui est d'ailleurs toujours vivant, Darius Merjoui, qui est aussi vivant, Forough Farrokhzad, une poétesse qui a aussi fait un film à ce moment-là. Et ces films-là ont été envoyés dans les festivals en Europe et ils ont été diffusés, appréciés et aussi discutés. Et donc, c'est une étiquette qui est plutôt européenne, notamment française, la nouvelle vague du cinéma iranien. Et c'est la fin des années 70, la fin des années 60, au début des années 70. Et La Vache est un film important parce qu'il est un peu le représentant. Ça a été la première. Il y a eu d'autres gens avant, mais ça a été quand même le signal le plus fort de cette nouvelle vague du cinéma iranien. Et puis surtout, c'était un film qu'on pouvait lire avec des qualités de résistance. Résistance à un régime répressif qui était le régime du Shah. Et que la France, la France et l'Europe, avec toute la vague des nouveaux cinémas, ils cherchaient une composante politique de résistance très forte, qu'ils trouvaient dans La Vache. Donc, Darius Merjoui est devenu un peu le fer de lance de cette nouvelle vague, avec un propos politique assez assumé et très fort. Et surtout, ça a été un film censuré par le gouvernement du Shah, parce qu'il montre un Iran extrêmement pauvre et extrêmement précaire, puisque c'est un petit village qui n'a qu'une vache pour tout le village. Donc, vraiment, des gens très pauvres. Et ce film a été censuré parce qu'il donnait une mauvaise image de l'Iran, alors que Shah voulait vraiment donner une image d'un pays moderne, riche, basé sur le progrès. Et donc, ça plaisait évidemment à toute la critique de gauche française qui voyait là-dedans un acte de résistance politique contre ce gouvernement subordonné aux intérêts américains. Puisque toute cette critique est aussi très anti-impérialiste, anti-cinéma américain populaire. دلم رفته سنا پیداستم شد به زیر چشمم گندم بکاری که آب چشمم دریاستم شد علیکم مشت سلام شورا سر جادی کنار سلام علیکم
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait, Karine Bernasconi? En fait, on voit le propriétaire de la seule et unique vache du village qui, après avoir amené sa vache boire dans un étang, revient au village. Et ce qu'on entend, en fait, c'est un bout du chemin et son arrivée dans le village avec les salutations. Hein. On entend tous les gens qui sont là. Donc, il se retrouve avec sa vache sur la place du village et tous les gens le saluent et l'invitent à venir boire du thé et à s'asseoir. Et donc, ce qu'on voit, c'est le personnage principal qui marche avec sa vache au bout d'une corde et qui rentre dans le village. Et là, il est reçu par les villageois qui, en fait, sont là et ne font pas grand-chose. Ils jouent, on entend, hein, il y a quelqu'un qui joue, ils jouent de la musique, et ils chantent et ils boivent le thé sur la place du village. Et évidemment, ils discutent. Et ce sont aussi cet esprit de village, ces discussions, cette défiance aussi des uns aux autres. Et puis, ils parlent ce qui va lancer un peu l'intrigue d'un ennemi extérieur. Et pourquoi toi, tu as choisi précisément cet extrait-là? J'ai choisi cet extrait parce qu'il y a une musique qui est très belle, mais il y a aussi quelque chose de très important dans La Vache, mais aussi dans le cinéma de Darius Merjoui. C'est que dans ce moment-là, le village se retrouve, et souvent, quand les gens se retrouvent et qu'ils n'ont rien à faire, ils critiquent, ils disent du mal des autres, et ils parlent d'un ennemi qui est un ennemi extérieur. Mais ce qu'on va comprendre dans ce film, et qu'on va voir aussi dans d'autres films de Darius Merjoui, c'est que l'ennemi n'est pas extérieur. L'ennemi est à l'intérieur. Le mal est à l'intérieur du village. Et ça, c'est très important. Parce que c'est aussi quelque chose qui est propre à l'Iran, sans faire de politique, mais même aujourd'hui, hein, alors que le discours est de dire que l'ennemi, le mal vient de l'extérieur, alors que ce qui ronge la société iranienne, ce qui était le cas avant la Révolution, mais qui est hélas le cas aujourd'hui, ça vient bien de l'intérieur. Et alors, tout à l'heure, tu disais que le film avait été censuré par le Shah. Quels sont les clichés qui véhiculent et qui perpétuent ce film ? En fait, il a été censuré parce qu'il donne une image d'une société extrêmement rétrograde, avec beaucoup de croyances. Hein. Les gens ont des superstitions. Et puis, comme je l'ai dit, ils sont extrêmement pauvres. Alors qu'à cette époque, il y avait effectivement des progrès et le Shah aurait voulu qu'on montre des grandes réalisations comme des barrages, des universités, des choses comme ça, et pas cette société complètement rétrograde. Sans parler vraiment de clichés, il a donné un peu un ton au cinéma iranien qui a duré, hein, qui s'est inscrit dans la durée, qui était celui de montrer un monde rural. Alors que la société iranienne est éminemment urbaine, puisque 80% de la population vit dans des centres urbains, on a vu pendant très très longtemps des films qui se passaient dans un monde rural avec justement des places du village, des gens qui boivent le thé à l'extérieur, de la musique traditionnelle, qui d'ailleurs est réelle. Les gens boivent vraiment du thé à l'extérieur et il y a de la musique traditionnelle, mais voilà, ça a créé un peu un style qui fait qu'ensuite les programmateurs ont continué à perpétuer et à montrer des films de ce type-là. Et c'était un peu l'apogée avec Kiarostami après la Révolution. Et justement, on va en parler, parce qu'entre la fin des années 70 et la fin des années 80, il y a très peu de films iraniens qui ont été montrés en Europe. Comment est-ce que tu expliques cette absence des écrans européens du cinéma iranien ? Oui, alors donc Darius Merjoui a inauguré cette nouvelle vague et il y a eu d'autres films, mais c'était surtout ces films à lui qui ont été montrés. Ensuite, il y a eu une révolution, comme tu sais, c'était entre 78 et 79, parce que ça a été tout un processus. Et puis, après la révolution, même si des films ont continué à se tourner, évidemment, c'était un pays qu'il fallait réinventer. Et il y avait la production était moindre, et puis c'était pas la préoccupation principale. Donc, il y a eu comme ça un moment où il y avait peu de films qui étaient tournés et encore moins qui étaient envoyés. Notamment parce qu'ensuite, c'est devenu une république islamique et les réalisateurs, les réalisatrices, à l'époque, c'était pratiquement que des réalisateurs, ne savaient pas comment gérer la question aussi du voile
Est-ce que rien n'a été dicté avant 83? Donc, c'est à ce moment-là qu'on a su ce qu'il fallait vraiment faire. Et qu'est-ce qu'on a demandé aux gens de faire à que ce sujet-là? Que les femmes soient voilées à l'écran. Il y a aussi toute une règle qui régit qui régit le comportement des acteurs et des personnages, des acteurs, mais aussi des personnages à l'écran. Par exemple, la question du voile, un homme et une femme ne peuvent pas se toucher. Évidemment, il n'y aura pas de scène d'intimité. Il y a aussi des questions sur la noirceur. Le film ne doit pas donner une image trop négative de la société iranienne. Donc, il y a comme ça toute une série de règles qui a été édictée, mais finalement assez tard. Et puis, donc, il y a eu surtout la guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988, qui fait que le pays était était engagé dans d'autres efforts que celui du cinéma. Mais à la fin des années 80, il y a eu tout un effort aussi, le temps de s'organiser, notamment organiser une production nationale, mais aussi une diffusion à l'international. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est à ce moment-là qu'émerge Abbas Kiarostami, que tu as mentionné. Oui. Et Kiarostami devient le représentant du cinéma iranien en Europe. C'est la figure de réalisateur la plus connue, peut-être, en Europe. Oui. Mm-hmm. Et donc, comment est-ce qu'il devient ce représentant du cinéma iranien ? En fait, Kiarostami, il tournait déjà depuis 1971. Il a fait son premier court-métrage en 1971. Et il a tourné des longs-métrages avant la Révolution aussi. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup de films, mais qui n'était pas diffusé à l'étranger, qui était surtout... ces films passaient notamment parce qu'il était employé au Kanoun, qui est un institut pour le développement des enfants et des jeunes adultes, et qui avait toute une production de cinéma, mais qui était une production destinée aux enfants sur le territoire. Donc, il avait une activité de réalisateur sans devoir faire un effort de production, de recherche de fonds. Il pouvait tourner, mais ses films n'étaient pas montrés alors qu'ils étaient excellents. Ils étaient déjà... Tout son cinéma était là. Tout ce qu'on a apprécié par la suite était déjà là. Mais pour des raisons justement de dynamique, on ne voyait pas ces films. Et à la fin des années 80, l'organisme qui s'occupait de la diffusion du cinéma iranien à l'étranger, la fondation Farabi, qui existe toujours et qui est la fondation qui envoie les films dans les festivals, a proposé d'envoyer Où est la maison de mon ami, qui a eu une résonance dans les festivals européens et qui correspondait peut-être aussi à ce qui avait été mis en place avant la Révolution avec Darius Merjoui, c'est l'histoire d'un petit garçon dans un village, donc on est à nouveau dans le monde rural, et puis on est sur la forme un peu du conte, de la quête. C'est un film beaucoup plus politique qu'il en a l'air, mais c'est vrai qu'on l'a lu un peu comme ça, comme un petit conte très simple, inoffensif, alors que je pense que c'est un film qui a un propos politique assez fort et une valeur de résistance. Et donc, il est devenu très connu parce que c'est un excellent metteur en scène et que son cinéma a vraiment impressionné les critiques, les festivals, un peu le public. Ça reste quand même un cinéma de niche. C'est pas non plus en salle. On reste dans des proportions. C'est pas des succès commerciaux. Mais quand même, il est devenu le représentant de ce cinéma iranien. Et donc, quel rôle jouent les festivals dans la diffusion du cinéma d'Abbas Kiarostami ? C'est un rôle primordial. C'est vraiment quelqu'un qui a été découvert par les festivals, qui a été aimé en festival et par le public de festival. Comme je dis, il y a eu évidemment pas tous ces films, mais pratiquement tous ces films ont eu des sorties commerciales. Ça n'a jamais été on n'était pas aux millions de spectateurs comme Asghar Farhadi avec des films comme La Séparation ou Le Passé. On restait ça peut être entre 10 000 spectateurs et 300 000. Là, je parle plutôt de la France. En Suisse, il y a eu moins de films qui sont sortis. Mais il a été vraiment porté par la structure festival, par aussi les discours qui circulent. Et ça a montré aussi quelque chose de très important qui est en train de changer, c'est que le cinéma iranien a vraiment besoin de la structure des festivals européens pour émerger. Tous les réalisateurs iraniens qu'on connaît sont passés par les festivals. Et vraiment, Abbas Kiarostami, il a été le représentant du cinéma iranien en festival. Aussi, lui a amené des gens parce que, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui faisaient un peu le même type de cinéma que lui, qui ont été appréciés aussi dans les festivals. C'est ce que je disais par rapport à Locarno.
souvent, on rigolait avec mes collègues parce que beaucoup des cinéastes iraniens dont les films étaient présentés avaient été des anciens assistants d'Abbas Kiarostami. Et puis, surtout, il est le premier cinéaste iranien à avoir reçu une Palme d'Or en 97 avec Le Goût de la cerise, une Palme d'Or ex aequo avec Imamura pour Langui, mais quand même, c'est un signal extrêmement fort. Pour un cinéma extra-occidental, une Palme d'Or, c'est très important. Et tu dis que c'est en train de changer. Oui. Alors, comment est-ce que ça s'organise maintenant ? En fait, on a vu qu'avec, en tout cas pour l'espace français, mais les festivals européens, ça venait vraiment des festivals, beaucoup du festival de Cannes. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Asghar Farhadi, qui faisait un cinéma très différent de celui d'Abbas Kiarostami en termes de mise en scène, mais aussi en termes de représentation, puisque lui s'est toujours intéressé à des intrigues de couple dans des milieux plutôt bourgeois, alors qu'avant on était dans des milieux un peu de classe sociale un peu plus précaires. Couple, petite bourgeoisie de Téhéran, avec des problèmes d'adultère, des problèmes conjugaux, des scénarios très écrits, un jeu d'acteurs aussi très très travaillé, tandis qu'Abbas Kiarostami travaillait principalement avec des acteurs non professionnels. Donc, comme ça, un changement qui a fait que ces films, au début, n'ont pas du tout été appréciés ou alors peu montrés. Et puis finalement, c'est le Festival de Berlin qui a montré plusieurs films d'Asghar Farhadi, qui a montré À propos d'Elie et La séparation. Et La séparation n'est pas passée par un festival français, mais est sortie en salle en France et a fait 1 million de spectateurs. Donc là, c'est vraiment venu par le public en France, dans les salles. Le film n'est passé dans aucun festival français. Mais c'est tout de suite la sortie commerciale qui lui a permis de faire 1 million d'entrées. Et c'est là que la France a dit voilà, Asghar Farhadi, c'est un cinéaste intéressant et son film suivant a été un film français, le passé, montré en compétition à Cannes. Et donc Asghar Farhadi fait partie d'une nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices qui donc s'écartent un peu de cet imaginaire rural qui a été proposé par Abbas Kiarostami, comme tu l'as mentionné. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette nouvelle génération de réalisateurs qui semblent être peut-être plus proches du cinéma américain notamment ? Oui. En fait, alors lui maintenant, je dirais que ça a été le pionnier, mais maintenant il laisse aussi sa place. Enfin, il laisse pas sa place, il est toujours donc Farhadi est toujours très très actif, mais il a vraiment ouvert la voie à des gens qui sont aujourd'hui plus jeunes que lui. Donc, je pense notamment à Saïd Roustahi, qui est très jeune, qui n'a même pas 30 ans et qui a déjà qui a fait La loi de Téhéran, qui a été aussi un beau succès en salle et qui a eu beaucoup de peine à trouver des festivals qui le diffusaient, mais qui est sorti en salle. Et puis qui a eu son dernier film à Cannes, Leila et ses frères. Le Festival de Cannes, toujours qui récupère, qui vient comme on dit, après la tempête. Et donc, il a permis d'ouvrir à de nouvelles représentations, c'est-à-dire, comme j'ai dit, des milieux urbains, à de nouvelles problématiques, puisque, par exemple, Saïd Roustahi s'intéresse beaucoup à la question de la drogue, à la question de la corruption. C'est aussi le cas de Mohamed Rassoulov, qui est aujourd'hui en prison, qui traite de thématiques de corruption. Et puis, de montrer une réalité donc urbaine, mais aussi beaucoup plus noire, avec justement des thématiques liées à la politique comme la corruption, mais aussi l'exécution. Et ça, c'est le film... par exemple Yalda, dont j'ai proposé un extrait, qui parle de l'exécution et aussi de la mise en spectacle, pas de l'exécution, mais du processus, puisque c'est une émission de télé-réalité qui prend comme protagoniste une condamnée à mort, en l'occurrence, et la famille des victimes. Donc des thématiques comme ça, très contemporaines, très liées à la société d'aujourd'hui et qui sont plus politiques, plus, je dirais, pas forcément plus engagées, parce que peut-être Kiarostami, on lui a beaucoup reproché de ne pas être engagé, mais en même temps, je pense qu'il avait quand même des films politiques et ça a ouvert cette voie, c'est sûr, oui.
Et au sujet de Yalda que tu mentionnais, donc c'est un film de Massoud Bakshi qui est sorti en 2020. Il a pas mal circulé dans les festivals. Il a eu aussi le Grand Prix du jury au festival de Sundance, c'est ça? Oui. Et donc, comme tu le disais, c'est l'histoire d'une exécution. Ça raconte l'histoire de Mariam, qui est une jeune femme de 22 ans, qui tue accidentellement son mari Nasser, qui a plus de 40 ans de plus qu'elle. Et donc, à la suite de cet accident, elle est condamnée à mort. Et la seule façon d'être sauvée, c'est de participer à cette émission de télé-réalité que tu mentionnais. Émission de télé-réalité qui existe réellement en Iran, c'est ça? Oui, alors elle a été arrêtée. Alors on ne sait pas, c'est hasard de calendrier, mais après le film, cette émission de télé-réalité a pris fin. Oui, mais elle existait, oui. Et donc le réalisateur, Massoud Bakshi, s'est inspiré de cette émission-là. Oui. Et donc, quelles sont un peu les grandes thématiques qui traversent ce film? Alors, c'est une thématique, c'est un film qui parle beaucoup du pardon, parce que si en Iran, il y a en effet l'exécution, il y a aussi la possibilité de pardonner, sous certaines conditions, comme le cas de Mariam. Elle pourrait être pardonnée par un crime au second degré, puisqu'elle aurait poussé son mari par inadvertance dans les escaliers. Voilà. Donc, le thème principal, c'est le pardon, mais évidemment, sous-jacent, il y a toute la question de l'exécution, puisque l'exécution est pratiquée en Iran. Et le film parle de phénomènes contemporains de la société iranienne, comme le mariage temporaire, le fait qu'on peut être marié à quelqu'un de manière temporaire, la question de l'exécution, le fait de pouvoir être pardonné, le fait de pouvoir payer une somme pour dédommager la famille des victimes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de films iraniens qui traitent de l'exécution, qui ne sont pas vus à l'étranger, mais qui parlent de l'exécution, puisque c'est un phénomène, hélas, assez courant et contemporain. Et puis, ce qui est très important dans Yalda, c'est la spectacularisation de ces tragédies. Vraiment, il y a une mise en scène, c'est extrêmement, de ces émissions de télé-réalité extrêmement grossières, extrêmement vulgaires, où en fait on fait de l'audimat sur la détresse, la souffrance de gens qui sont condamnés à mort. بعد از موسیقی پلات 2 مجری دادم. الو بله دکتر واسه امید به جایگزین فکر کردید آقا؟ لوگو بعدش مستند گزارشی رو میریم. کلکت 23 شماست. خب مستند گزارشی کلکت 23 رو سرور چند بود؟ 2. آمادهش کن میخوایم بچه آماده باشیم، مستند گزارشی رو میخوایم بریم. 5 4 3 2 1 توپ سرور 2. به این موسیقی که گوش میدادم داشتم با خودم فکر میکردم که ای کاش کاری رو که ما در آستانه نوروز و فصل بهار انجام میدیم در پایان هر فصل سال. Alors dans cet extrait, on voit Mariam, qui est en coulisses, qui est dans les coulisses de l'émission de télé-réalité et qui attend. Et puis on voit aussi d'autres femmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, Mariam n'a pas encore fait son entrée sur le plateau, elle est en régie. À ce moment-là, il y a une chanson populaire d'un chanteur, et c'est cette chanson qu'on entend aussi dans l'extrait. Donc, c'est avant qu'elle rentre. Il y a dans cet extrait, il y a vraiment cette chanson très sentimentale, en même temps un peu pop comme ça, mais avec des paroles toujours très sentimentales. Et il y a cette forme aussi d'hypocrisie d'une émission qui met en avant les plus beaux sentiments, parce qu'en fait, elle se déroule la nuit de Yalda. La nuit de Yalda, c'est la nuit la plus longue, qui est la nuit du 21 décembre, qui est la nuit la plus longue de l'année, qui est fêtée en Iran. Et donc aussi une nuit où on peut pardonner. Donc il y a cette idée du pardon qui est tellement paradoxale dans une
dans une société qui pratique l'exécution. Donc, dans cet extrait, il y a ça, mais il y a aussi quelque chose, déjà de voir cette jeune femme qui est aussi elle-même une victime, hein, parce qu'elle est très jeune, elle a été un peu mariée de force à Nasser, qui était le patron de son père. Donc, il y a aussi une différence de classe sociale qui est très importante dans le film, hein, qui joue vraiment sur aussi cette question du pardon. Et puis, on voit, alors, ce qu'on voit très, très peu dans le cinéma iranien, c'est tout un pan technique, hein, puisqu'on était souvent dans des villages où les gens faisaient la vaisselle à l'extérieur, à la source. Là, on se retrouve dans la régie d'une émission de télé. On peut être à Genève comme à New York. Voilà, c'est une régie. Ce qui est très beau, c'est qu'à la régie, il y a beaucoup de femmes. On voit aussi, parce que les femmes, comme peut-être on ne le sait pas, mais il y a plus de femmes que d'hommes qui font des études universitaires. Et puis, les femmes travaillent, hein, et il y a des femmes techniciennes, mais comme partout, enfin peut-être pas partout, mais en tout cas, en Iran, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la télévision. Elles sont voilées. Elles ont, la plupart, elles ont même un tchador, donc elles sont très couvertes, mais elles sont en régie. C'est des femmes actives, proactives. Et c'est aussi important pour moi parce que souvent, dans l'image qu'on a du cinéma iranien, les femmes sont victimisées dans les discours en disant, voilà, les pauvres, elles sont voilées. Alors, évidemment, elles sont voilées, mais beaucoup de films iraniens, surtout, pas forcément les films qu'on voit ici, mais beaucoup de films montrent aussi la femme comme ayant une agentivité, hein. La femme est proactive, elle fait des choses, elle peut décider des choses, et c'est pas simplement une victime voilée à la cuisine. Et les réalisateurs, dont Massoud Barchi, donnent, je trouve, une image plus juste des femmes que celle qui parfois peut émerger à travers les discours ici. Donc c'est un film de femmes comme avec beaucoup de personnages féminins, comme il y en a beaucoup, mais qui est cette fois-ci fait par un homme. Mais il y a évidemment beaucoup de femmes aujourd'hui il y a beaucoup de réalisatrices qui tournent, qui font des films, même si on les voit moins dans les festivals en Europe. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de réalisatrices qui font des films aujourd'hui ? Oui, par exemple, il y a eu ce magnifique film qui a été montré à Cannes dans la section Un certain regard, Nahid de Ida Panahan'eh, qui était un très très beau film aussi sur la question du mariage temporaire, sur la drogue, une histoire d'amour très très belle qui se passait au Nord, qui est une réalisatrice que je trouve très talentueuse, un magnifique film. Et puis, alors qu'elle a continué à tourner, elle a fait d'autres films qui sont tout aussi bien que Nahid, en tout cas tout aussi intéressant. Elle n'est plus jamais apparue dans les festivals occidentaux. Voilà, ça a été comme un moment. Il y avait aussi les filles de Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Anna Makhmalbaf, qui faisaient des films et qu'on ne voit non plus. Il y a eu un moment où des femmes apparaissaient. Aujourd'hui, évidemment, c'est différent. Il y a une très grande documentariste iranienne qui a aujourd'hui passé 60 ans, mais qui continue à tourner et qui s'appelle Rakshan Bani Etemad et qui fait un travail qui évoque toutes les thématiques dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la question du droit des femmes, la femme dans la société, la femme en politique, la question du voile. C'est une réalisatrice qui est pratiquement inconnue du circuit européen. Donc oui, il y a des femmes. C'est très paradoxal parce qu'on dit qu'on veut mettre en avant les femmes et en même temps, on ne les montre pas. Et comment est-ce que tu expliques ça ? J'en parle un petit peu dans le livre et j'en ai parlé à d'autres occasions parce que le système des festivals, de la programmation, de la critique reste un système très masculin et que c'est encore des lieux de domination masculine et on donne beaucoup plus de place aux réalisateurs qu'aux réalisatrices malgré ce qu'on veut dire et aussi parce qu'elles sont moins visibles puisque les réseaux se sont créés depuis les années 70, c'est des réseaux qui se sont créés, c'est des réseaux d'hommes et que les femmes ont de la peine à faire leur place. Et quand on prend des femmes, souvent, c'est juste pour faire un petit coup de communication et puis après, on l'oublie. Peut-être qu'on peut parler de tes nouveaux axes de recherche. Oui. Donc toi, tu poursuis un travail sur le cinéma iranien, mais aussi plus largement sur les cinématographies extra-occidentales, puisque tu t'es donné pour mission de cartographier la circulation de ces cinémas extra-occidentaux
en Suisse. Je me demandais comment est-ce qu'on faisait en fait pour cartographier la circulation de films sur un territoire donné. Oui, alors en fait, d'abord, on doit identifier des périodes, parce qu'évidemment, c'est pas possible, et puis des pôles, des pôles de circulation, de diffusion, mais aussi de production. Donc, comme j'ai déjà fait un travail un peu similaire, mais pour la France avec le cinéma iranien, je connais un peu ces pôles. Donc, j'ai décidé pour la Suisse de m'orienter plus, de me focaliser sur la période à partir de la fin des années 70, le début des années 80, parce que c'est une période où en Europe, il y a eu un très, très fort intérêt pour ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde et les cinémas du tiers-monde, qui sont après devenus les cinémas du Sud, les cinémas du monde. Et donc ça, il y avait tout un réseau discursif qui parlait de ça, et le cinéma vient là-dedans, donc on peut identifier des lieux comme le festival Média Nord-Sud à Genève, qui montrait ce genre de film, un festival dont l'une des figures était le journaliste aujourd'hui de la RTS, Jean-Philippe Rapp. Donc on identifie des lieux, des personnes. Il y a la RTS, qui à l'époque qui s'appelait la TSR, qui produisait et qui diffusait aussi plutôt des documentaires sur... ce qu'on appelait le tiers-monde. Il y a des lieux comme le festival de Fribourg, le festival de Locarno, le Monte Verita. Donc voilà, on identifie des lieux, des personnes, et puis après on essaye de reconstruire un réseau, des distributeurs. On connaît bien Trigon, le distributeur Trigon. Et puis il y a une période, donc moi j'ai choisi la fin des années 70, donc à partir du début des années 80, et puis je peut-être jusqu'à aujourd'hui. Puis après, il y a un peu des grandes tendances. Puis aussi parce qu'avant, il n'y a pas grand-chose. Et c'est quoi ces tendances alors ? Les tendances, c'est que au début, on est vraiment dans des discours, on est porté comme ça par un discours militant, politique, anti-impérialiste. Et puis, comme ça s'est passé pour le cinéma iranien, après, il y a des données économiques. Parce qu'aujourd'hui, si on diffuse et on produit des films avec des pays extra-occidentaux, c'est souvent parce qu'il y a de l'argent à gagner et puis qu'on peut faire des coproductions, on peut faire des arrangements. Et puis là, il y a eu un peu un changement. Oui. Et puis, on est passé aussi beaucoup plus à la fiction. Avant, ça se manifestait beaucoup par des documentaires, des reportages. Et puis maintenant, c'est plus des fictions. Merci à Karine Bernasconi, première assistante de la section d'Histoire et Esthétique du cinéma de l'UNIL pour sa disponibilité. Et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec une chercheuse ou un chercheur de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Salut!